Depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale, le Congo, alors, ne cesse de rêver grand. Il n'y a pas longtemps, le pays relevait les défis de l'organisation du 9e jeu de la francophonie, alors que d'aucuns voyaient déjà ce jeu aller chez les voisins. Plus loin, en 74, les pays, à l'époque Zaïre, accueillaient un grand événement, un combat du siècle. Mais jusqu'ici, les amoureux du ballon rond attendent de voir aussi un grand événement de ce genre, en l'occurrence la Coupe d'Afrique des Nations. Et oui, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a manifesté en fait son envie de pouvoir recevoir ces grands événements d'ici 2029. Comment faire? Comment procéder? Quels sont en fait les préalables à respecter pour que cet événement soit octroyé à la République démocratique du Congo? On en parle dans ce nouveau numéro de votre magazine Au cœur du sport avec le comité d'organisation de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, amené bien sûr à Kinshasa par Bob Richard Makandalele. Bienvenue à vous, vous êtes sur Télé 50. Le temps de vous recevoir, mais d'abord l'hospitalité l'oblige. Messieurs, on vous dit Akwaba et bienvenue chez nous au Congo. Merci beaucoup, merci de nous recevoir. Alors, je commence par vous. Une petite présentation, question de permettre aux téléspectateurs de vous connaître mieux. Ensuite, on prendra les responsables de la billetterie de la dernière CAN. On vous appelle Jean-Tanguy Yapoadou, donc j'étais en charge de la communication au sein du COCAN. Allez, monsieur Jean-Tanguy, vous c'est monsieur Janvier Kouakou, chef de département de la billetterie de la CAN 2023. Merci beaucoup. Il n'est pas à présenter. Il est connu comme du biscuit à Kinshasa, pourquoi pas dans le pays. Bob Richard Makandalele, bienvenue à vous. Merci beaucoup, c'est toujours un honneur de passer par Télé 50. Alors dites-nous, c'était quoi l'objectif primordial d'amener en fait les membres, on va dire les poumons d'acier du COCAN à Kinshasa pour essayer de réfléchir, parce que là, à Kinshasa, vous avez réfléchi sur un thème aussi important qu'adrant dans la promotion et développement du football sur le plan continental. Alors, de prime abord, excusez-moi la tautologie, c'était une envie personnelle de partager avec mes frères congolais l'expérience qu'ont vécu les Ivoiriens et le monde entier pendant la Coupe d'Afrique. Après ce que j'avais vu, j'ai dit non, cette expérience, je ne peux pas la garder pour moi, ça serait égoïste. Je vais rentrer, je vais voir dans quelle mesure on pourrait inviter ces personnes qui nous ont fait rêver, parce que déjà, ils sont francophones comme nous. Et deuxièmement, ils ont fait rêver le monde entier. J'y étais, vous le savez, il m'arrive deux fois de faire l'Europe, de faire les États-Unis. Je vois comment les choses s'organisent, mais la Côte d'Ivoire, j'ai assisté à des matchs de la Ligue des Champions, c'était autre chose. J'avais dit non, il est important qu'on le vive aussi en RDC, ne fût-ce que ce partage d'expérience. Maintenant, entre la réalisation, entre le rêve que j'avais et la réalité, j'ai tâtonné un peu jusqu'à ce que le président de la République vienne avec son idée où il caressait l'envie de voir une Coupe d'Afrique s'organiser. J'ai dit non, c'était le déclic au fait. J'ai dit non, ça ne restera plus un rêve pour moi-même, il faut matérialiser ce rêve, surtout que le chef de l'État, le numéro 1 de nous tous, porte ce rêve. C'est ainsi que nous avons pris langue avec le COCAN, à travers son directeur de communication et son responsable de la billetterie, qui ont accepté volontiers. On a présenté le projet et ils ont été, ça c'est quelque chose que je loue, je leur ai même dit hier à leur arrivée, qui suis-je moi Bob? Je me présente devant des gens qui ont assumé des fonctions, qui ont fait des choses qui sont visibles, décorées par leur nation, mais un jeune entrepreneur sportif qui leur parle d'un rêve, ce qu'il veut faire dans son pays, ils ont accepté, des responsables. Ils ont dit on va venir parce qu'on veut partager cette expérience. Ils sont venus, nous leur sommes reconnaissants. Et aujourd'hui, ils sont venus, on a eu une conférence où ils ont parlé, ils ont partagé leur expérience. Il y a eu des questions qui ont été posées, qu'ils ont répondu. Et ce que j'ai aimé, c'est la chute. L'organisation d'une coupe d'Afrique ou bien d'un grand événement dans un pays fait d'abord l'objet d'une volonté politique. Au-delà de tout, une volonté politique et puis une gestion rigoureuse, les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Et en disant ça, je crois que le Congo, avec un peu de volonté politique, déjà le chef de l'État, on voit comment il accompagne le sport en RDC. Si à cela, on va associer les bonnes personnes qui seront recrutées en suivant les normes internationaux de recrutement, je pense que le Congo aussi peut faire rêver. Et je suis même allé loin, j'irai même loin. Il y a M. Tanguy qui avait, je crois que c'est lui ou M. Kouakou qui a dit quelque chose
Aujourd'hui, pourquoi ces Poumonniers a créé des campagnes pour faire passer un message alors que la Coupe d'Afrique peut être cet élément déclencheur? On peut s'appuyer sur une Coupe d'Afrique, mais avec le même message qu'on veut faire passer, mais n'est pas le faire passer d'une manière violente, faire le passer d'une manière soft. Dans ce cas, la guerre que nous connaissons à l'est de la RDC peut être un atout majeur sur lequel on peut surfer pour communiquer à la face du monde entier sur ce qui nous arrive. Donc, nous sommes plus qu'honorés, plus que flattés d'avoir fait venir ces grands messieurs du COCAN ici en RDC pour nous partager leur expérience. Alors, je prends M. Jean Tingu. Dites-nous un peu, c'était comment les coulisses de l'organisation de la CAN réussie de la Côte d'Ivoire? Permettez-moi, avant de répondre à la question, de féliciter votre compatriote, M. Bob Richard Makanalele, qui nous a permis d'être ici et de partager notre expérience de la CAN. Vous voyez, ce n'est pas toujours qu'on a ce type de coopération, je dirais sud-sud, qui est basé sur le partage d'expérience. Et ça nous a vraiment fait plaisir. En tout cas, personnellement, j'ai été très honoré de voir que notre petite expérience pouvait aussi servir à nos amis d'Afrique. Pour revenir à la question, vous savez, organiser un tel événement, c'est beaucoup d'émotions. Déjà, le football, c'est beaucoup d'émotions. On se sent un peu comme élu, au fait, parmi 26 millions d'Ivoiriens, être choisis après un processus rigoureux de sélection pour diriger un département, une direction ou pour intégrer le comité. Ça donne un sentiment élitiste, mais en même temps, ça permet de voir justement le poids de la charge. Et nous avons vécu avec beaucoup de joie, c'est vrai, beaucoup de sérieux dans le travail, mais beaucoup d'enthousiasme cette fête, parce qu'il faut se dire que la CAN, c'est d'abord une fête. Si on occulte ce côté festif, on tue l'essence de la CAN. Et donc, on a vécu avec beaucoup de joie. Les coulisses, c'était parfois brûlant, c'était parfois chaud. Beaucoup de secousses que le monde extérieur ne voyait pas. Rien ne se fait facilement dans la vie. Nous avons enduré beaucoup d'étapes, des étapes douloureuses, des étapes heureuses. Parlant du comité d'organisation, et puis par la grâce de Dieu, tout a été presque parfait. Je dirais presque parfait parce que de l'avis de tous, ça a été une CAN excellemment organisée, brillamment réussie. Mais excusez-moi de vous interrompre. Oui. Avant qu'on ne parle de l'organisation de cette CAN, Oui. l'idée, c'est vrai qu'il est venu du chef de l'État, mais déjà cette CAN-là devait se tenir ou s'organiser en Guinée, faute d'infrastructure. La CAF l'a ramené chez vous. C'est depuis quelle année, à moins que je me trompe, c'est depuis quelle année que vous sollicitiez cette Coupe d'Afrique des Nations? Ça vous a pris combien de temps finalement pour que vous puissiez la recevoir? Alors, la Côte d'Ivoire a candidaté en 2014, si je ne me trompe pas, pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'est depuis 2014 que la Côte d'Ivoire a déposé ses dossiers auprès de la CAF. Et nous avons eu, je ne voudrais pas me perdre dans les chiffres, les dates, mais je crois que nous avons eu, courant 2015, nous avons eu les résultats et nous sommes automatiquement mis au travail. Il y avait la Coupe d'Afrique qui devait se dérouler au Cameroun qui a été reportée. Donc du coup, notre CAN aussi a été impacté pour 2023. La Guinée, ça devait être plutôt 2025. C'est plutôt le Maroc qui a remplacé la Guinée. Mais nous n'étions pas dans le champ de la Guinée. Donc voilà comment ça s'est passé. Et le COCAN a été créé en 2017. Donc quelques années après... le COCAN de la CAN 2023 qui s'est joué en début 2024. Le COCAN est créé en 2017. En 2017. Le COCAN a été créé en 2017 pour lui donner justement le temps de s'organiser, de mettre en place toute l'organisation interne, l'architecture d'organisation et de commencer à travailler. Donc il faut dire que le COCAN a été créé par décret présidentiel et a été mis sous la tutelle de la primature de Côte d'Ivoire pour avoir un ancrage institutionnel très fort. De toute façon, cette CAN est une émanation de l'État et tous les sujets transversaux qui impactent cette CAN ne pouvaient pas être autrement qu'au niveau de la primature qui a donc la charge de gérer tout le gouvernement. Et c'est ainsi que les moyens étaient donnés au COCAN. J'aimerais insister sur le mode de recrutement parce que effectivement le président du COCAN est nommé par décret, mais tout l'appareillage technique, c'est-à-dire les personnes qui ont animé le COCAN après, les techniciens qui ont été recrutés comme moi et M. Janvier,
nous avons fait l'objet de recrutements transparents à travers des appels d'offres publics. Nous avons candidaté parmi des centaines d'Ivoiriens et nous avons passé toutes les étapes à travers un cabinet de recrutement en ressources humaines indépendant et qui a pu sortir notre candidature parmi un lot d'Ivoiriens pas moins compétents que nous, mais nous estimons que nous avons été les meilleurs. Donc, ça dénote aussi de la volonté de l'État ivoirien de se départir un peu du double emploi au niveau des fonctionnaires, qui ont déjà beaucoup de choses à faire dans le quotidien de la nation, mais qui voulaient s'appuyer sur des techniciens indépendants, venant du privé, du secteur privé et ou de la fonction publique, mais consacrés uniquement à l'organisation de la CAN, de sorte à avoir les résultats escomptés avec un schéma directeur clair, un management professionnel et puis avec justement des interactions très dynamiques avec la CAF pour qu'on puisse justement atteindre les résultats que nous avons eus. Aussitôt, le COCAN créé en 2017, Monsieur Janvier, c'est vrai, vous devriez déjà être en contact avec la CAF. C'est quoi la partition que vous aviez jouée déjà à l'époque, avant bien sûr l'organisation de la CAN, pour que du côté de la billetterie, qu'il n'y ait pas des couacs ou des failles? Écoutez, merci beaucoup. Il faut dire que c'est certes, le COCAN a été créé en 2017, mais nous n'avons pas été recrutés en 2017. C'est plutôt en 2022 voilà, que nous avons été recrutés. D'accord. Et donc, lorsqu'on arrive, qu'on prend fonction, il faut voir l'existant. D'accord. Puisqu'il y avait une commission qui existait. Quel était le travail que cette commission avait abattu. Et à la suite de cela, on a eu notre orientation. Il faut noter que la billetterie au niveau de la CAN 2023 était une innovation. Parce que depuis la création de la CAF, c'était la première fois que la billetterie hybride avait été adoptée par la CAF. Voilà, donc on a fait ce qu'on pouvait pour pouvoir donner le résultat que vous avez vu. Pourquoi vous n'avez pas voulu vous lancer peut-être dans, on va dire, dans le travail une année avant, question de canaliser un peu? C'était plus prudent de le faire 2 ans avant, 2 ans et demi avant? Écoutez, une CAN ne s'organise pas, je veux dire, de manière précipitée. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de travail. Il faut prendre des experts dans le domaine qui vont faire des vérifications, à voir, par exemple, quand il y a une stratégie, par exemple, comme au niveau de la billetterie, il va falloir être sûr, faire valider cette billetterie-là par tous les experts et pour pouvoir l'implémenter. Parce que si vous levez, soit peut-être à 1 an ou à 2 ans pour dire je vais organiser une CAN, forcément vous allez rater des choses. Voilà. Alors, je reviens à Monsieur Jean, parce que lui, il est avec nous de temps en temps. Bob Makanalele, on le prendra tantôt. Dites-nous un peu, organiser une CAN, il y a des préalables à respecter, comme je l'ai dit. Il faut avoir des infrastructures sportives, hôtelières, routières. Quand est-ce que la Côte d'Ivoire a réussi à faire tout ce que nous avons vu, parce que j'ai eu aussi cette chance d'être en Côte d'Ivoire, voyager de San Pedro à Korogo en passant par Yamoussoukro, Abidjan. Comment vous avez réussi à relier toutes ces villes, parce qu'on n'était pas en Côte d'Ivoire avant? Ce travail vous a pris combien d'années pour construire des hôtels, réhabiliter des routes? C'est passé comment? Relatez-nous un peu. Alors, c'est une question très intéressante parce que c'est là où je rejoins Bob qui parle de vision politique. C'est-à-dire que quand on veut organiser une CAN, il y a des actions qui accompagnent cette vision-là. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'un plan national de développement qui est un plan national qui accompagne la vie courante de la nation. Mais dans ce plan national de développement, nous avons intégré justement la construction d'infrastructures en prélude à la CAN. Ça veut dire que dès que la Côte d'Ivoire a candidaté pour obtenir la CAN, elle s'est projetée en même temps dans la réalisation des infrastructures pour organiser cette CAN-là. Et justement, c'est doté d'infrastructures routières. Les stades 2 ont été rénovés, 4 nouveaux ont été construits. Ceci s'est fait dans un laps de temps. Mais allons-y lentement, Oui. parce que je voudrais que cette émission soit pédagogique. C'est vrai que nous, Congolais, voulons organiser la CAN. On devrait se faire une idée chez vous. Dites-nous, avant d'aller solliciter l'organisation de la CAN 2023, qui s'est jouée en 2024, vous aviez quoi déjà comme infrastructure? Parce qu'il faudrait avoir l'ébauche avant d'aller à la CAF. Vous aviez déjà quoi? On avait déjà le stade des Bimpé.
On avait le stade Félix Houphouët-Boigny qui a été rénové, et le stade de Boaké également, qui a été également rénové. Et les autres stades sont venus en construction nouvelle. Donc, si vous voulez inscrire cela dans le temps, je peux dire sans me tromper que nous avons fait tout cela de 2017 à 2023. Voilà, de 2017 à 2023, avec justement un coup d'accélérateur les 2 dernières années qui approchaient au niveau de la CAN, les nouvelles voiries qui ont été dégagées. Et je précise qu'il n'y avait pas que les accès routiers et le stade. La CAF, dans son cahier des charges, nous obligeait à avoir un plateau technique médical à niveau, de sorte que si un joueur est blessé, la prise en charge médicale puisse se faire dans la ville où s'est déroulé le stade, sans forcément avoir une évacuation. Si jamais le cas est grave, on pourrait l'évacuer. Donc la Côte d'Ivoire aussi a renforcé toutes les capacités au niveau des hôpitaux afin d'avoir un plateau médical de haut niveau, des scanners de dernière génération, IRM, de sorte que tous les joueurs pouvaient être pris en charge, quelle que soit la blessure sur place, sauf vraiment cas extrême où il fallait justement évacuer à l'extérieur. Autre investissement, par exemple, il fallait mettre des héliports dans chaque hôpital. Il fallait, par exemple, voilà, donc avoir ces infrastructures qui permettraient d'avoir accès au stade. Donc voilà, tous ces investissements ont été faits dans un temps record, mais bien planifié également par le gouvernement ivoirien. Ça vous a coûté combien en termes de chiffres? Oui, c'est Janvier aussi peut répondre à la question. Bon, officiellement, je parlerai, pour ne pas me perdre en dollars, on a dépensé un peu plus de 5 000 milliards de francs CFA. Voilà, en termes d'investissement, je ne sais pas, faites le calcul ce que ça fait en... Ça fait combien près de 1 milliard 600 000. 1 million 500 millions de dollars. 1 million 500 000. 1 million 500. seulement. Non, Non, 1 milliard. Non, écoutez. 1 million 500 000 dollars. Non, un peu Ok. plus. On a un Non, milliard. c'est- On a un 1 milliard. milliard 500 000. 1 milliard 500 1 000. milliard. 1 milliard 500 000 de dollars. Exactement. 1 milliard 500 000 de dollars. Et vous avez gagné quoi après la CAN? Écoutez, vous savez, la CAN, lorsqu'on l'organise, ce n'est pas des gains du genre j'ai investi 1 milliard 500 000 et tout de suite je dois pouvoir gagner 2 milliards. Mais on a gagné plus de 2 milliards. Parce que voir toutes ces entreprises, n'est-ce pas, qui sont nées, d'accord, et tous ces investisseurs qui sont venus en Côte d'Ivoire, il faut noter qu'il y a des personnes qui sont passées en Côte d'Ivoire qui ont acheté des maisons après la CAN. Il y a des investisseurs, des entreprises qui sont créées aujourd'hui parce que des gens sont venus découvrir la CAN. On a vu des gens dire, ben, c'est pas la peine, qu'est-ce que je fous en Europe? Il faut que je vienne rester ici en Côte d'Ivoire. C'était des Guinéens et tout ça, tout le monde. Et c'est ça le gain que nous avons. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, avec tout ce qui est comme plateau technique, les aéroports qui ont été renouvelés, c'est nous qui gagnons, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Donc nous, on pense, on ne peut pas quantifier ça en chiffres, mais on pense que nous avons gagné beaucoup de choses. Là, aujourd'hui, on a tellement gagné que nous sommes ici au Congo, en train de gagner encore. On espère que nous aussi, on va beaucoup gagner, mais dites-nous un peu, est-ce qu'on est obligé de copier les modèles ivoiriens, sachant que nous n'avons peut-être pas la même réalité, Bob Richard? Alors, l'idée en leur faisant venir, c'est pas forcément pour copier ce qu'ils ont fait. C'était pour comprendre ce qu'ils ont fait. Parce qu'on ne peut pas prétendre à faire mieux sans se référer ne fût-ce qu'à ce que les autres ont fait. On pouvait aller chez les Camerounais aussi, mais eux, c'est plus récent et eux nous ont vraiment fait rêver. C'est-à-dire que moi, qui ai l'habitude de faire des grandes compétitions en international, j'ai été ébloui dans tous les sens du mot. Et maintenant, voyons voir, chaque pays a ses réalités. Donc, il y a les réalités congolaises qui sont propres aux Congolais, mais la base, on peut se servir de ce qu'ils ont fait comme base. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On voit maintenant à ça, on adapte nos réalités pour faire ressortir quelque chose qui nous ressemblerait. Parce que la facilité peut-être, on a toujours tendance à dire que nous sommes un pays continent. Ce n'est pas forcément le cas de la Côte d'Ivoire, mais qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait pour déjà pallier au problème de transport entre deux villes? Comment on peut faire comme eux? Ok, maintenant ils ont fait parce qu'ils sont comme ça. Si on le met à la dimension du Congo, comment on peut adapter? La billetterie, comment ils ont géré? Ils ont connu un petit problème parce qu'il y avait un prestataire
qui n'était pas validé par monsieur Janvier, mais qui a été forcé par la CAF. Est-ce que prochainement, nous, on cède aussi au caprice de la CAF en termes de billetterie, ou on le garde, comme lui-même l'a dit lors de l'exposé? C'est aussi quelque chose, ça relève de la souveraineté d'un pays. On le garde pour nous. Ce sont des choses comme ça qu'on copie, on adapte, et on peut prétendre organiser, si pas une meilleure canne, au moins qui avoisinerait un peu ce qu'ils ont fait, parce qu'ils l'ont bien fait. Vous connaissez les réalités congolaises. Tantôt, nous n'avons pas de route. Nous n'avons pas assez d'infrastructures en province. C'est vrai qu'à Kinshasa, il y en a, mais dans certaines provinces, parce que la CAN, ce n'est pas seulement la capitale. Et s'il faut réfléchir en tant que Congolais, vu les temps impartis, si même la CAF acceptait ou validait notre candidature, est-ce qu'on sera prêt pour accueillir aussi un événement majeur comme celui de la CAN? Alors, déjà, écoutez, M. Tanguy, il nous a dit de 2017 à 2023, les choses se sont mises en place. On parle de 6 ans. Mais les 2 dernières années, c'était vraiment des années intenses. Parce que là, vraiment, qu'ils ont poussé pour que ces infrastructures puissent vraiment connaître leur fin. À cela, il y a la volonté politique, c'est la base. C'est-à-dire que rien n'est impossible. On a vu pour la francophonie, il y a de ceux qui doutaient. Mais le chef de l'État était catégorique. Il a dit qu'on tiendra ces jeux de la francophonie ici en RDC. Et nous en connaissons et les retombées et le discours après. C'est-à-dire avec un peu de volonté politique, avec surtout le problème avec la RDC peut-être, c'est un problème, on a un problème d'hommes. En fait, le secteur sportif, j'ai toujours dit, j'ai toujours décrié ça, a été longtemps considéré comme de la passion. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, le sport a migré de la passion à un véritable business. Il y a toute une économie de sport. Maintenant, les Congolais qui aiment le sport sont restés à l'état passion. C'est-à-dire qu'on a du mal à migrer. Et voilà pourquoi tout ce que les autres peuvent nous raconter, pour nous, c'est comme de la magie. Non, mais ça, c'est pas... Non, mais alors que, il suffit juste... Moi, j'ai toujours dit, ceux qui ne veulent laisser aux nouvelles générations l'occasion de travailler, à défaut de vouloir partir, faites-vous ne fût-ce que... Il y a des mises à niveau au jour d'aujourd'hui. Vous voulez rester là, ok, on vous le concède. Mais mettez-vous à niveau pour conduire le sport comme il devrait l'être. Voilà pourquoi ils ont parlé, M. Tanguy, dans son exposé, a parlé de recrutement sérieux. C'est-à-dire on peut même au jour d'aujourd'hui engager des maisons de ressources humaines sérieuses pour engager des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que prétendre à une telle organisation requiert des personnes compétentes. Ce n'est pas par clientélisme, on va prendre parce que... Là, ce n'est même pas par poids politique, non, non. C'est vraiment, il faut laisser les experts dans leur domaine faire ce qu'ils doivent faire. Et je pense que c'est plus que possible. La Coupe d'Afrique, c'est en 2029. 2029 moins 6, ça nous fait 2023. On pourrait dire qu'on est peut-être en retard d'une année, mais ce n'est vraiment pas un retard si on s'y met déjà maintenant. Mais sachant aussi que nous sommes en Afrique, de temps en temps, le calendrier de la CAF, il bouge. La preuve avec la CAN au Maroc. Oui, qui passe. En 2025, déjà là, la FIFA, bon, disons, il y a l'ombre de la FIFA, mais on nous graine un peu quelques mois et puis du coup, on sera en 2026. Ben, tout est possible peut-être. Ça va nous retarder encore un peu, ça nous donne une marge aussi. Donc, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, moi je dis, excusez-moi si c'est peut-être la bonne façon de dire ou non, l'erreur du président, c'était de caresser cette idée. C'est-à-dire, nous, ce qu'on va faire, un lobbying fort pour, déjà en commençant par nos éminents invités qui sont là, on va pousser. S'il faut aller loin, chercher de potentiels bailleurs de fonds, parce qu'il en existe, hein, il y a des, on les appelle, le terme en anglais c'est de gold, je sais pas, gold angels. C'est des gens qui ont de l'argent, qui cherchent des projets où investir. S'il faut aller loin, aujourd'hui nous commençons avec des experts qui viennent nous parler de l'organisation. Demain on peut aller chercher loin pour voir. À la Côte d'Ivoire ça coûtait peut-être 1 million et quelques. La RDC on peut extrapoler fois 30%, on irait dans les 2 600 000. Comme venait de l'exposer tout à l'heure l'éminente Madame Marie-Laure, 2 600 000. Qui pourrait venir investir une telle somme d'argent en retour? On fait des partenariats publics-privés. Vous investissez autant d'argent, vous allez gérer ces infrastructures peut-être pendant une période de temps, vous allez avoir votre retour sur investissement. Après, ces choses appartiendront à l'État. Ce sont des choses qu'on peut envisager. Ce sont des projets, il y a des firmes sérieuses qui existent. Il faut juste avoir un projet. C'est là où nous pêchons dans le sport parce que nous voulons que tout vienne du gouvernement. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, avec un bon projet, tout est possible dans ce monde qui, de plus en plus, devient comme un village planétaire. Allez, je reviens à M. Jean Tanguy. Dites-nous un peu, c'était quoi les lobbying de la Côte d'Ivoire pour accueillir ou déposer d'abord la candidature? On s'est dit qu'il y avait beaucoup de pays. Vous vous disiez,
vous allez partir à la CAF, mais avec quel argument solide, avec quel partenaire? C'était quoi les secrets de votre lobbying auprès de la CAF et d'autres partenaires? Alors, je crois que comme dans tout dossier de candidature, la force de la réussite réside même dans le dossier de candidature. Comment est-ce que vous bâtissez votre dossier de candidature? Quel est l'axe majeur qui va permettre de se différencier par rapport aux autres candidatures? Et il y a tout le monde, il y a tout dedans. Il y a l'aspect sportif, il y a l'aspect culturel, il y a l'aspect touristique, il y a les infrastructures. Donc, c'est un projet qu'on vend. C'est une idée qu'on vend à la CAF avec des acquis, mais aussi des perspectives. Parce que quand on défend un dossier, effectivement, on n'a pas tout, mais on a justement l'idée d'atteindre tel objectif. Donc, je pense que la réussite dépend du sérieux du dossier. Une fois que le président de la République de la RDC aura véritablement décidé, acté de candidater, il va falloir mettre en place un comité qui va travailler sur la candidature de la RDC avec un dossier sérieux en béton. Après, les lobbying, ils se font de partout, que ce soit au niveau de la CAF, que ce soit au niveau gouvernemental. Ça relève du secret, j'ai envie de dire, d'État ou du secret des actions de chacun. Mais c'est rien d'illégal. Quand on bat campagne, chacun a ses moyens pour pouvoir atteindre ses objectifs. Ce sont des moyens légaux, ce sont des moyens diplomatiques, ce sont des moyens voilà, officiels, mais que le grand public ne voit pas. C'est tout, sinon il n'y a rien d'occulte. Voilà. Donc c'est ça que je veux dire. Donc il faut déjà partir sur la candidature avec un dossier sérieux. Et c'est le dossier en béton que vous allez monter qui va faire la différence. Je voudrais dire que la RDC a tout, à mon sens. Hein. Je ne suis pas là pour flatter, ce n'est pas dans ma nature. A tout pour pouvoir justement organiser une CAN, que ce soit en 2029, en 2032, en 2031, peu importe. Mais je crois que dans le moyen terme, je m'inscris dans le moyen terme, vous avez la chance d'organiser et les capacités pour organiser une CAN. Et il faut justement se projeter dans l'action. Et c'est en se projetant dans l'action qu'on va mettre justement tous les moyens en place. En quoi faisons exactement? Mais la première chose, c'est d'abord que le chef de l'État, après avoir caressé le vœu publiquement, puisse acter cela en disant « Je veux que la RDC soit candidate pour telle CAN en telle année ». Voilà la première. C'est ça le déclic d'abord. Et ensuite, tout ce que vous avez comme investissement à faire, ça va venir. C'est-à-dire que une fois que la décision est prise, la décision sera déclinée au niveau des départements ministériels pour que tout soit mis en branle. Parce que c'est l'État de Côte d'Ivoire, de la RDC, qui va organiser. Voilà. Et donc, les routes vont venir. Vous allez trouver, vous avez l'intelligence, les ressources humaines pour pouvoir trouver toutes les solutions. Et en réalité, ce n'est pas des investissements je sais pas comment on dit, extra-gouvernemental. Ce sont des investissements qui vont justement rentrer dans un plan de développement. Dans un plan de développement peut-être accéléré pour la RDC. Si on avait prévu faire des routes dans 5-10 ans, pour la CAN, on va les ramener à 2 ans. Si on avait prévu faire un hôpital dans 7 ans, pour la CAN, on va le ramener. On va essayer de prioriser les actions de sorte que ça puisse rentrer dans le calendrier pour atteindre une CAN à une date X ou Y. Donc, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. Pour moi, c'est la volonté politique qui va déclencher toute chose. Et justement, si la volonté politique y est, les hommes vont suivre. Allez, Monsieur Janvier, dites-moi, les choix des villes d'abord, parce qu'avant d'aller à la Confédération africaine de football, vous avez pris certainement le temps de choisir des villes. C'était quoi? Ces choix étaient basés sur quels critères avant de choisir San Pedro, Bouaké, Korogo, Yamoussoukro et Abidjan? Bien, il faut noter que pour les choix, ça a été très chaud parce que tout le monde veut qu'on puisse construire dans sa commune ou dans sa région un stade. Mais il y avait des stades qui existaient déjà. D'accord. Et donc, il y a 2 nouveaux stades qui ont été construits. Notamment le stade José Pokou. Laurent Pokou de San Pedro. Et puis Amadou Gon Koulibaly de Korogo. Ouais. Donc, vous voyez quand de l'autre côté, à Korogo, vous avez le Mali, le Burkina Faso. Ils peuvent descendre. Et à San Pedro, vous avez
le Libéria qui n'est pas loin, tout le monde peut venir. Voilà, donc ce choix-là a été fait. Il faut dire qu'il y a d'autres qui se sont plaints parce qu'ils voulaient que un stade soit aussi construit à Bangrou, par exemple, qui est à l'est du pays. D'accord, et donc il y avait plusieurs villes comme ça. Donc ça a été dur, mais il fallait faire le choix a été fait. Et donc nous, tout le monde a accepté et les choses sont bien passées. Qu'est-ce que vous comptiez faire lors de cette CAN que vous n'avez pas réussi à faire et que nous, visiteurs, n'avons pas vu ou remarqué? Il y a beaucoup de choses. Non, il y a beaucoup de choses. Bon, déjà, ne serait-ce qu'au niveau de la communication, vous savez que c'est un métier, nous on rêve beaucoup parce que la communication dans cette CAN a joué un grand rôle. Déjà en partant du thème de la CAN, qui est la CAN de l'hospitalité, et tous les éléments de langage qu'on a pu véhiculer en disant qu'on allait organiser la plus belle CAN, et par la grâce de Dieu, on a pu faire quelque chose de mémorable. En dehors de tout ça, on avait voulu quand même faire le branding des avions. Hein. Vous savez que il y avait la compagnie nationale ivoirienne Air Côte d'Ivoire, pour ne pas faire de publicité, qui transportait la plupart des équipes. Donc il était question dans notre plan de pouvoir faire un branding de ces avions-là avec la charte graphique de la compétition et puis souhaiter à quoi bas à toutes les équipes. En dehors de ça, il y avait beaucoup d'autres choses, mais bon, qui étaient hors budget, on va dire, hein, parce que c'était quand même des actions qui allaient être très budgétivores. On a essayé de prioriser ce qui pouvait être fait dans les délais et ce qui pouvait être bien fait. Donc en fin de compte, bon voilà. Allez-y. Moi personnellement, au niveau de la billetterie, j'avais bien voulu, puisqu'il y avait un module très important dans le cahier de charge au niveau des fan zones. Parce que les fan zones, c'est des endroits qui accueille du monde. Effectivement. Et il y a là-bas, il y a des normes. Par exemple, une fan zone qui doit prendre 6000 personnes, vous voyez que tout de suite, s'il y a 6500 ou 7000 personnes, qu'il y ait un problème, c'est pas évident. Et donc, on avait bien voulu développer ce module-là qui pouvait permettre aux participants des fan zones de s'inscrire gratuitement et avoir une bonne base de données qui allait servir à notre fédération aujourd'hui, qui pouvait permettre, n'est-ce pas, de discuter avec tous ces amoureux du sport, du ballon rond. Mais on n'a pas eu l'occasion de le faire. On a essayé de trouver un autre, comment on appelle ça, trouver une autre manière de faire entrer des gens pour respecter les normes de la CAF. Donc ça, c'est un peu ça. Parlons de la billetterie. Est-ce qu'aujourd'hui, la CAN, elle se conjugue déjà au passé? S'il faut refaire les choses, est-ce que vous accepteriez de maintenir votre formule, l'innovation que vous avez proposée, bien sûr, ou bien il faut faire autrement, parce qu'il y avait quand même un nombre important de gens devant le stade. Il y avait peu de monde qui accédait, pourtant plusieurs personnes avec des bracelets ou avec leurs billets avaient un peu du mal. C'était quoi? C'était dû à quoi tout ça? Et les billets se faisaient rares à 24 heures du match. Pourquoi tout ça? Bien, il faut noter que les billets, beaucoup de personnes, les spectateurs, payaient leurs billets déjà en ligne. Pour les billets physiques, il fallait aller dans les points de vente. Mais vous êtes d'accord avec moi que les billets ne s'achetaient pas comme on le voyait avant. Avant, il fallait imprimer tous les billets. On les avait, chacun pouvait les distribuer comme il fallait. C'était une gestion de sous. Donc, il fallait être sûr que l'argent qui rentre dans les caisses rentre effectivement dans les caisses. Donc, il y a une autre stratégie qui a été développée. Donc, si on devait refaire, ben écoutez, nous, on allait toujours rester dans la même innovation et surtout être pointu sur les billets, les e-billets, qui sont censés être vérifiés avec une première vérification depuis, n'est-ce pas, un périmètre extérieur. Pour les billets physiques, il n'y a pas de problème. En ce sens que le billet en lui seul avait 8 niveaux de sécurité. Donc, vous ne pouvez pas aller photocopier un billet thermique. Mais pour les billets, les e-billets, lorsque les gens avaient leurs billets, ils avaient la possibilité d'imprimer les billets sur des A4, ces billets-là étaient photoshopés. Donc, quand ils arrivent au stade, ils badgent, n'est-ce pas, le billet numérique qui est sur du papier, ou même quelquefois sur le téléphone. Vous en rentrez, le billet est déjà entré. Donc, s'il y a plusieurs personnes, vous voyez 50, 100 personnes qui se retrouvent avec des billets qui sont déjà rentrés, ça va forcément créer des bousculades. Mais il faut saluer le travail que la commission de la billetterie, dirigée par le général Kouyaté, avec ses hommes, ont fait pour la sécurité. Alors,
On amorce peut-être petit à petit l'atterrissage. Mais je reviens à monsieur Jean Tanguy. Bon, pas souffrir. Hein. Il est avec nous chaque jour, on l'aura. Vous, je crois bientôt, vous allez déjà nous laisser pour rentrer chez vous. Je voudrais qu'on parle d'un fait aussi important, c'est-à-dire de gens, c'est vrai que c'est dans, je dirais dans la case de monsieur Janvier, mais des gens faisaient des trajets et des trajets en fait à pied, pour arriver au stade. C'était fait exprès ou bien voilà, c'était des imprévus ou des cas venus comme ça? Donc, ce n'est pas des imprévus, je pense que Janvier va approfondir, mais il faut dire que dans les normes de sécurité pour les grands événements sportifs internationaux, il y a plusieurs périmètres, sinon cordons de sécurité. Donc, le dispositif de sécurité aux abords des stades impose une marche sur au moins 1,5 km. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il y a un plan de circulation qui impactait aussi le Grand Abidjan, comme on l'appelle, donc la ville d'Abidjan. Donc les jours de match, il y a un plan de mobilité urbain qui était mis en vigueur, de sorte que les spectateurs puissent arriver facilement au stade. Mais les deux facteurs combinés font qu'il y a un temps de marche qui est imposé par rapport non seulement à la sécurité, mais au plan de circulation, de sorte que les spectateurs prennent un circuit donné pour arriver au stade. C'est fait exprès. Ça permet d'éliminer en griffe les personnes non désirées autour des stades. Donc on élimine quelques déchets en termes de pollution sécuritaire. Ça permet de mieux canaliser la foule, parce qu'en termes de gestion de foule, de gestion de flux, il faut pouvoir canaliser ce flux-là depuis une sorte d'entonnoir à quelques kilomètres avant le stade jusqu'à ce qu'on les guide vers le stade. Donc tout ce plan directeur, en tout cas en termes de sécurité, a été validé avec la CAF qui a justement l'expertise en termes de gestion de flux sur ces événements, parce qu'il faut rappeler que la Coupe d'Afrique des Nations appartient à la CAF. Lors de cette organisation, est-ce que vous avez eu des complications quelque part un peu avec la CAF? Elle voulait s'ingérer quelque part, vous l'avez dit non, si c'est nous qui voulons faire, c'était comment? Tout était parfait? Alors, on a eu quand même une marche harmonieuse avec la CAF. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des sujets qui devaient être débattus, pour lesquels on n'avait pas forcément le même point de vue à la base. Mais tout a fini par être harmonisé. Ceci dit, je rappelle que la CAN appartient à la CAF. Donc nous, on nous donne un cahier des charges. À nous, adossé à ce cahier des charges, de pouvoir dérouler notre stratégie d'organisation. Quand notre stratégie d'organisation se heurte à quelques points du cahier des charges, nous en discutons avec la CAF pour voir comment contextualiser cela. Parce que le cahier des charges, il est écrit, c'est linéaire. Il y a des choses qui sont écrites noir sur blanc, mais le contexte précis doit pouvoir être apprécié en fonction justement des réalités. Et donc ce sont ces sujets-là qui étaient souvent discutés avec la CAF. Dans tout état de cause, on a toujours trouvé des points d'accord et on a toujours su avancer en parfaite harmonie avec la CAF. Mais je crois qu'il y a peut-être des points qui n'étaient pas inscrits dans le cahier des charges, mais qui est arrivé par exemple sur l'aspect culturel. C'est vrai que vous avez écrit, je ne sais pas si c'est vous qui avez écrit ou vous avez travaillé en connivence avec Magic System, Yemi Alade, les Marocains, comment ils s'appellent encore? C'est plutôt l'Égyptien. L'Égyptien. Ahmed Mohamed Ramadan. Mohamed Ramadan. Oui. Je crois que vous avez les textes, les scripts, c'était fait ensemble ou bien vous avez confié cette partie à Magic System et tous ses camarades pour le faire? Bon, je vais répondre parce que c'est moi qui ai travaillé dessus. Ouais. Non, il faut dire que sur l'hymne de la CAN, d'abord, toute CAN a un hymne. Donc, les deux se disent un et une hymne en français. Et donc, nous avons travaillé les textes, nous avons donné les éléments de langage aux artistes. Parce qu'on voulait que l'hymne reflète la compétition que nous organisions. Donc, en accord avec la CAF, on a travaillé sur le texte. On leur a dit, voilà les éléments qui doivent ressortir dans les textes. Mais ce sont des artistes, il faut leur laisser la libre création. Ouais. Donc, on n'a pas donné un texte linéaire, mais on a dit qu'il faut que l'hospitalité sorte, il faut que Aquaba sorte, il faut que certains mots-clés sur lesquels nous avons bâti nos éléments de langage
puisse ressortir dans cette hymne-là et puis refléter un peu ce que la Côte d'Ivoire veut. Donc c'est comme ça qu'on a Je crois que vous avez tiré l'hospitalité de l'hymne national du pays. Bien sûr, parce que... Pourquoi seulement l'hospitalité alors qu'il y a aussi peut-être des mots-clés dans l'hymne de la Côte d'Ivoire? Parce que la chose la plus simple et la plus facile à vendre pour la Côte d'Ivoire et à manifester pour les Ivoiriens, c'est l'hospitalité. C'est la seule chose pour laquelle, même quand on est en palabre entre nous, on sait pouvoir faire, quand les autres arrivent de l'extérieur, taire nos différends et puis accueillir normalement les gens. Donc, c'est ce qui réunissait au mieux et de manière la plus belle les Ivoiriens que nous avons mis en avant, c'est l'hospitalité. Allez, l'hospitalité, c'était vraiment une canne de l'hospitalité. J'ai profité de l'occasion pour découvrir le peuple baoulé, qui est très hospitalier, à moins que je me trompe sur ce plateau. Effectivement. Mais il y a une chanson qui a essayé de bouger un tout petit peu les lignes, c'est Les Coups du Marteau, avec Tamsir. Je crois peut-être qu'on va suivre un peu un morceau avant, parce qu'on ne peut pas. Ça nous rappelle toujours cette meilleure canne, d'un moment à l'autre. Mais comment vous avez, c'est vrai, l'hymne de la canne était là, mais les coups du marteau, quand il est arrivé, ça donnait un peu du tonus à la compétition. Effectivement, il faut dire que les histoires de coups du marteau et autres, ça c'est le périmètre de Jean Tanguy. Parce que moi, j'étais tellement occupé à faire entrer les gens au stade, donc ce n'était pas évident pour moi. Ouais. J'ai vu, les choses sont très bien passées. Aujourd'hui, le coup du marteau a traversé carrément tous les continents. Et aujourd'hui, c'est vraiment très intéressant de voir des jeunes gens sortir ces genres de choses-là qui prennent. C'est la magie, en fait, c'est aussi la magie de cette canne. Ouais. C'est-à-dire que nous, on travaille à structure, on a même accompagné. J'ai plus aimé le fair play des magiques de vie Assalfo. De Assalfo qui a demandé aux gens, écoute, ce week-end, on va aller danser le coup du marteau et tout ça. Bon, ça fait un peu rire les gens sur Internet. Et puis, voilà, donc je pense que c'est cette spontanéité-là qui a aussi donné un cachet particulier à cette canne. On n'a pas été linéaire dans tout ce qu'on a fait. Le peuple ivoirien s'est approprié la chose, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la réussite de la CAN, c'est pas seulement sur l'aspect sportif. Ce que les gens ont retenu, ce que vous avez retenu, parce que j'ai vu que vous aimez les baoulés, je pense que vous avez un intérêt particulier avec les baoulés. Donc, je peux donner une commission au pays, si vous voulez. Voilà. Parce que, somme toute, il y a une belle famille qui se crée en Côte d'Ivoire. Ce que j'ai aimé, c'est que même en Côte d'Ivoire, j'avais compris que Fally Ipupa était chez lui, Papa Wemba était chez lui. Moi, ça m'a plu. Et puis, pas seulement les musiciens, entre guillemets, je ne sais pas si c'est au Congo ou dans le monde profane, même, je suis allé chez les prophètes Sonogo, Mohamed Sanogo, des Sandra Mbouyi, des musiciens. J'ai compris que les Congolais sont vraiment aimés en Côte d'Ivoire. C'est peut-être ça aussi la raison. Oui, les Congolais. Mais je voudrais qu'on suive d'abord parce qu'on aime se remémorer avec ces morceaux de Tamsir et toute son équipe. On va suivre un extrait du coup du marteau, ce qui nous enjaillait un tout petit peu, ou voilà, nous mettait dans tout notre état au stade. À chaque fois que la RDC s'est qualifiée, on a éliminé l'Égypte en 8e de finale avant d'élaguer bien sûr le Sili national. Voici pour vous, coup du voilà. Vous parlez du coupé décalé. Ouais. Le coupé décalé a une histoire. Ouais. Quand vous voyez Doub Saga qui a été honoré dans cette chanson. Ouais, hommage à lui parce que j'ai vu. Effectivement, mais après on parle de Arafat. DJ Arafat qui lui aussi malheureusement nous a quittés, paix à son âme. Mais DJ Arafat était un amoureux des Atalakou congolais. Il faisait un peu du Bill Clinton en quelque sorte. C'est ça. Il avait plusieurs sous-inspirations. Mais au niveau des Congolais, si vous avez suivi ces interviews, et quelquefois, tu vois les Congolais qui faisaient faire des Atalakou, c'est là que c'est parti. Quand je vous dis les Congolais sont nos frères, les Congolais sont nos frères. Allez, vous êtes chez vous. Déjà, quand vous êtes arrivé, je crois que je vous ai dit Akwaba. Akwaba, oui. Monsieur Bob Richard Makanalele, au-delà de ce que l'on s'y attend, on s'est dit, avec le jeu de la francophonie, on a vu que ces jeux n'étaient pas seulement, ou n'étaient pas que de jeux sur terrain, mais c'était aussi de jeux en dehors du terrain, parce que voilà, on voyait des gens chanter Bill Clinton, parler bien sûr de Fally Ipupa. Il y avait un peu ces débats alimentés autour de Fally et Ferregola. On s'est dit, ça c'est une tech qui est la francophonie. Quand on parle Cannes, la Cannes c'est encore 50 fois plus que le jeu de la francophonie. Donc, si on est sérieux et qu'on réussit ces paris, ça restera vraiment dans les annales. Vraiment, ça restera dans les annales. C'est vraiment l'occasion pour
pour le gouvernement congolais en général et les chefs de l'État en particulier de mettre ce projet en action, comme quitter les stades de juste caresser l'idée, de le mettre en action parce que nous sommes quand même le Congo. S'il faut des arguments à apporter pour faire notre lobbying, nous sommes entourés, nous sommes un pays avec 9 voisins, c'est des arguments solides. Nous sommes géolocalisés, en fait, nous sommes au centre de l'Afrique. Encore une très belle opportunité pour que les nations qui viendront de partout pourront se retrouver en Afrique centrale. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire qu'aujourd'hui le Congo puisse être un cadre qui pourrait accueillir la CAN 2029 si on la veut. Et puis ça va nous repositionner même sur le plan mondial. Le Congo, nous serons, comme on le dit, on top of the mind. Tout le monde parlera du Congo. Ça fera que l'orgueil ou l'honneur que nous avons perdu, il y a là un certain moment que ça puisse revenir. En fait, la CAN va au-delà juste du football. Il y a beaucoup d'aspects qui sont réunis et je pense que ça peut être un grand déclic pour un Congo qui se veut fort. Pourquoi pas surfer sur le pouvoir du football pour que nous puissions retrouver le Congo de 1974 où tout le monde parlait d'Ali Foreman. Quand vous dites Congo, là où Ali, on peut redevenir cette référence. Maintenant avec une CAN, nos amis, ils sont francophones comme nous. Ouais. C'est-à-dire, voilà, c'était ça les motivations qui ont fait qu'ils puissent faire venir ce grand monsieur. C'est des francophones. Parce qu'après, on dit que les anglophones, ils ont une certaine mentalité. Ouais. On leur concède ça. Ouais. Mais les francophones l'ont fait. Et puis, on a une certaine proximité entre nous et les Ivoiriens. Ouais. Nous aimons pratiquement les mêmes choses. Nous sommes comme un seul peuple. Ils l'ont fait. Est-ce qu'ils ont 2 têtes, M. Tanguy a 2 têtes ou c'est juste une tête? Juste qu'à un moment, c'est juste une question de sérieux, de volonté et de volonté politique, des volontés aussi personnelles, parce que les Ivoiriens, au-delà d'être de la volonté politique du chef de l'État, ils se sont appropriés de la chose. C'est-à-dire, j'ai même vu des Ivoiriens qui se disaient en route, mon frère, on a des visiteurs, donnons-leur une bonne image. À la fin, quand ils vont partir, on va faire ressurgir nos problèmes. C'est-à-dire que tout le monde était impliqué, tout le monde voulait que ça réussisse parce que c'est une affaire d'État. Ils n'ont pas regardé les gains financiers. C'est ça qui tue aussi, au fait. C'est-à-dire, à un moment, il faut oublier nos envies égoïstes, ne regarder qu'au bout de notre nez, où on vous confie une responsabilité dans l'organisation d'une compétition comme celle-là. Vous en saisissez pour détourner. Non, j'ai vu comment les Ivoiriens étaient impliqués, l'intérêt national primé plus que les intérêts égoïstes, me faire de l'argent dans cette compétition. Non, ils voulaient d'abord que l'image de leur pays et le nom de leur pays soit cité positivement à l'extérieur. C'était ça la grande motivation. Si on peut faire pareil, je pense que c'est une question de temps. Le Congo va retrouver ses lettres d'or. Mais les réalités congolaises, je reviens peut-être sur cet aspect des choses que j'ai soulevé tantôt. Les réalités congolaises ne sont pas identiques à celles de la Côte d'Ivoire. Ici, nous avons des villes tellement éloignées que pour se déplacer, il faudrait prendre des avions. Parce que quelque part, on devrait multiplier les efforts pour finalement réussir ce pari. Parce qu'à la Côte d'Ivoire, on l'a dit, on pouvait quitter San Pedro pour Korogo par bus, Bouaké, Abidjan, quelle autre ville Yamoussoukro. Mais au Congo, quand on prend l'exemple de Goma, Boma, c'est pas moi, Mwanda, Kasaï, vous, en tant que Congolais, quels seraient les critères que vous pouvez déjà proposer pour qu'on sélectionne certaines villes? Parce que toutes les villes, un peu comme M. Janvier disait tantôt, tout le monde voudrait que les stades soient construits chez lui. Chez nous, s'il faut déjà, vu la cartographie du Congo, on peut procéder comment pour choisir des villes? Déjà, je changerais. Déjà par l'approche, je ne veux pas corriger, mais je dirais, je ne partage pas trop ce que vous dites. On est un grand pays, certes, mais on n'a pas demandé être ce grand pays. Dieu a permis que nous soyons le grand pays. Maintenant, quand on se retrouve dans cet état de fait, qu'est-ce qu'on fait? On cesse de se lamenter. On fait tourner la tête pour voir comment on peut réfléchir à la dimension du pays que nous avons. Ça ne sert à rien de dire que non, mais on est là déjà. Nous sommes le Congo, il faut trouver des solutions. Maintenant, par rapport à la réponse, je prendrai une partie de la réponse de M. Kouakou qui a dit entre la volonté que tout le monde veuille qu'un stade soit construit sur lui et la réalité, c'est deux. Il y a toute une réalité. On va, ce que moi je conseillerais de faire, on peut peut-être faire la cartographie du pays. On dit voilà, on ne peut qu'avoir 5 grands stades, je crois 5, hein peut-être 6 ou 7 pour le Congo. 6. On essaye de faire une cartographie sur toute la République où on peut positionner, il y a ces stades qui seront construits stratégiquement, qui peuvent relier déjà 3-4 villes. On voit, et puis par rapport
comme ici on aime dire tenir compte de la géopolitique. Ouais. Que tout le monde se retrouve, que personne ne soit lésé. Il y a des experts en ça qui peuvent vraiment étudier les sensibilités des uns et des autres pour nous pondre 5 villes qui abriteraient cette compétition. Et là où la compétition ne peut pas arriver, ce serait une occasion pour leur construire les infrastructures. Mais réfléchissons. On prend le Grand Équateur, un stade, le Grand Kasaï, un stade, le Grand Katanga, un stade. On peut prendre, si on prend Kinshasa, on sait que le Congo central, quelqu'un peut facilement... Moi, avant d'arriver à cet exercice, je te dirais, Bokaya, soutenons cette initiative, en fait, soutenons ce lobbying pour que d'abord le président puisse acter. Moi, je suis sûr que le président, le sportif numéro 1 nous suit. Déjà, bon, qu'il commence d'abord, battons-nous pour que notre président puisse déjà quitter l'état de juste caresser un rêve et de l'acter. À partir de là, on aura le temps de s'asseoir pour commencer à se projeter. On ne peut pas tout étaler sur ce plateau. Hein. Pour poser par rapport à la vie, au risque de nous perdre au fait sur le chemin. L'émission est terminée. Un dernier mot. Ça, on a senti. Sentez-vous à l'aise. Vous êtes chez nous. Vous êtes chez vous. Vous allez regarder cette caméra. Je commence par M. Jean. Adressez-vous au chef de l'État, parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, la volonté, elle est politique. Si la politique du pays n'accompagne pas cette vision, tout ce qu'on peut dire sur ce plateau, on peut beau rêver, mais adressez-vous au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui d'ailleurs aime beaucoup le sport, parce que c'est grâce à son implication qu'on a réussi à organiser le jeu de la francophonie à Kinshasa. Je commencerai par féliciter le chef de l'État pour les Jeux de la francophonie. Ouais. Vous féliciter, vous remercier pour l'opportunité que vous nous avez donnée de parler de cette CAN. On aurait pu en faire une émission de 3 heures de temps si le timing en télé permettrait, mais je crois que le maximum en télé, c'est 90 minutes. Je voudrais, en tout cas respectueusement, puisque vous me le demandez avec beaucoup d'humilité, en tout cas féliciter et remercier le chef de l'État pour sa vision. J'ai connu 2 ministres des Sports congolais, personnellement, que j'ai invités à Abidjan. Parce que par ailleurs, je suis le fondateur du Salon africain du football. Ah ok, avec l'avenue du football africain qui s'est tenue à Kinshasa. C'est ça. J'ai invité Serge Nkonde. Voilà, j'ai invité le ministre Nkonde, son excellence à l'époque. J'ai aussi invité le ministre François Kaboulou, qui est venu également à Abidjan. Je crois que le président de la République, Félix Tshisekedi, fait un énorme travail pour le football et pour le sport en général. Et s'il a émis publiquement le vœu, le souhait de le faire, c'est parce que intérieurement, il en est convaincu. Donc, monsieur le chef de l'État, je voudrais vous encourager à poursuivre votre vision et que ce vœu émis soit matérialisé. Nous sommes de jeunes Africains passionnés pour le développement de l'économie du sport, parce que nous croyons qu'aujourd'hui, le sport est passé à une autre étape. Et nous sommes là, avec notre petite expérience, bâtie à partir de la CAN en Côte d'Ivoire, pour apporter notre contribution à la réussite justement de la candidature déjà de la RDC pour la prochaine CAN, mais surtout pour la matérialisation de cette CAN-là ici en RDC. Je voudrais en tout cas vous remercier déjà pour l'oreille attentive que vous avez eue à mon message et encourager toute la RDC, tout le peuple congolais à s'engager résolument dans cette voie pour le sport roi qui est le football au Congo. Vous allez faire aussi le même exercice, M. Janvier. Mais cette fois-ci, vous allez vous adresser aux Congolais en général qui rêvent encore de ces grands événements. Parce que depuis que le Congo est Congo, il n'a jamais accueilli une CAN. Parce que c'est vrai, on a parlé de la francophonie, on a parlé du combat du siècle, mais la CAN, même pas le CHAN, jusqu'ici, voilà, les pays rêvent de ces grands événements. Adressez-vous aux Congolais, même en lingala, si vous avez des mots en lingala, adressez-vous à l'aise. J'adore, n'est-ce pas, le lingala, mais malheureusement, je ne sais pas parler. Voilà, c'est la plus belle langue du monde. Ouais. Voilà, j'appelle toujours la RDC le royaume des cieux. Parce que c'est un très très beau pays avec beaucoup de ressources. Et je sais que dans ce pays, quand vous voyez un homme comme Bob, on a vu tout à l'heure Marie-Laure, il y a une certaine expertise. Il faut compter sur les Congolais. Nous croyons en ces Congolais-là. Et nous sommes prêts à accompagner ces Congolais pour que, après la CAN, ils puissent avoir une expertise, n'est-ce pas, dans le domaine. Parlant de la billetterie, c'est tout autre chose. On parle de billetterie sportive
et billetterie événementielle. Donc on peut laisser, n'est-ce pas, cette expertise-là ici en formant des Congolais pour qu'après on puisse profiter de cela. Donc mes frères congolais, je crois que le chef de l'État va aller jusqu'au bout et on va fêter très très bientôt. Allez, on espère que le chef de l'État ira jusqu'au bout et on va fêter très très bientôt. Après cette étape, c'est vrai que vous avez fait un très grand pas avec cette initiative, je vous jure. Mais après cette étape, il y a déjà quelque chose qui se concorde où on devrait encore un peu plus patienter. Déjà, ce qui a été fait aujourd'hui avec nos invités, on va devoir le pondre sur papier en termes de restitution de ce qu'a été cet échange que nous avons fait et chercher à le partager, une large diffusion à qui de droit et parallèlement faire de cet exercice vraiment une vision, aller partout, inciter. S'il y a des choses, il y a des choses dans la vie, si on ne nous le donne pas, il faut aller le chercher. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pousser nos autorités, notamment le premier de nous tous, à vraiment matérialiser le Congolais. Ça aura un effet placebo même dans la vie de beaucoup de Congolais que de savoir que nous allons organiser cette CAN mentalement, moralement, émotionnellement. Ça nous changerait un peu de narratif. On est tout le temps pour politique, non, ça nous ferait parler d'autres choses et ça fera quand même du bien à la population congolaise. Nous y rêvons et nous voulons aussi dire un jour à nos enfants, nous étions parmi ceux qui se sont battus pour que le rêve de notre chef de l'État d'antan puisse se matérialiser. Merci beaucoup Bob Richard Makanalele. Merci également à vous d'avoir été avec nous depuis le début jusqu'à la fin. Oui, vous avez pris votre temps, vous nous avez suivis soigneusement, minutieusement. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. L'objectif de cette émission a été de comprendre en fait le rouage d'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations. Si la Côte d'Ivoire a réussi à organiser la plus belle CAN avec ses fils et filles, le Congo peut faire autant. Il n'est pas tard pour faire mieux. Quand on veut, on peut. Ainsi prend enfin cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve bientôt avec le même plaisir sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end sur TV50.